Devinez où je suis là en ce moment. Tiens, vous pensez à la Bolivie? Bah non, c'est raté, je suis pas en Bolivie du tout. Je suis à Via Crespo et j'ai tout de suite rendez-vous avec Cédric qui va encore nous raconter des trucs incroyables sur son quartier mais aussi sur sa vie. Et la grande question c'est de savoir aussi pourquoi il est venu s'installer ici. Escucha bien, yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la city, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Bonjour. Bonjour Rodolphe, Ça va? ça va et toi? Ça va bien. Alors, tu peux me dire de quel quartier on est aujourd'hui? Comment Là il on est s'appelle? à Villa Crespo. Villa Crespo c'est un petit quartier qui est à côté de Palermo, de Chacaritas. Et c'est vraiment un quartier qui traditionnel, Oui. qui est en train de changer un petit peu comme Palermo, mais qui n'a pas justement atteint le niveau C'est vrai qu'on voit moins de touristes, t'as raison. d'aseptisé de Palermo. C'est en train d'arriver, j'espère que ça va pas arriver trop vite, mais moi c'est un quartier que j'aime Buenos beaucoup. Aires. Bon, Alors moi je m'appelle Cédric Robion, j'ai 49 ans. Et je suis, ça va pas être simple de te répondre, ça fait combien de temps que j'habite à Buenos Aires, parce que c'est vraiment par vague, Ah, voilà. bah, t'es Donc pas le seul. Hein. que voilà, Ouais. moi la première fois que je suis venu, c'était en 99, Ah oui. donc Ah ça oui. date un petit peu. J'étais en train de faire un tour du monde des musiques, mais je t'en reparlerai un petit peu plus en détail Oui. avant. Et c'est ce qui m'a donné vraiment un gros coup de cœur pour l'Argentine. Oui. Et depuis après 2004-2005, je viens assez régulièrement, une fois par an. J'avais beaucoup d'amis, toujours beaucoup d'amis, mais Oui. ces amis-là sont partis. Et depuis, on va dire 2015, j'habite vraiment Au ici. début, tu es né à quel endroit et tu as fait tes études en France ou ailleurs? Alors moi, je suis né à Épinay-sur-Seine, en banlieue Ah parisienne. oui, oui, oui. Mais très rapidement, on va dire à quelques mois, je suis parti vivre en Bourgogne, près de Dijon, dans un Ouais. petit village. Ouais. Et donc jusqu'à 9-10 ans, j'étais en Bourgogne, près de Dijon. Et après, on est revenu habiter en région parisienne. Et Oui. j'ai fait l'essentiel de mes études, on va dire collège, lycée, à Paris. À Paris. À Paris, Ouais, ouais, exactement. d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, T'avais quelle idée, enfin, au niveau professionnel à l'époque, quand tu avais 18 ans 18 ans, je voulais être pompier. J'avais mon meilleur ami qui était Ah pompier ouais. et je m'entraînais avec les pompiers de Paris, j'étais à fond. Et en même temps, malheureusement, j'étais bon élève, donc du coup, mes parents ils m'ont fait non, 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 Pompier, non. pompier, non. Et du coup, j'ai fait ingénieur. Ouais, Pompier de Paris, c'est vraiment quelque chose de vraiment hyper exigeant, Ouais. physiquement, mais aussi dans le cursus. Ouais. Et non, c'était un peu une boutade, mais effectivement, quand ça va bien à l'école, les Ouais. parents, ils ont tendance un petit peu à même pousser. si moi, ils n'étaient pas spécialement pushy, mes parents, mais je me suis dit, écoute, je suis tombé en fait à faire ça par D'accord. hasard, et du coup, je ne fais plus ingénieur maintenant. Dis-moi, tu regrettes pas de ne pas être pompier? Non, 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 ça finalement, va. ils ont bien fait de te pousser. Alors. Ça va, C'est ça vrai. va. Non, mais j'ai beaucoup d'admiration. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour les pompiers. Je trouve vraiment que s'il y a bien un métier qui est noble, avec une prise de risque pour. Oui. Là, il y a pas, c'est pas du blabla. Là, Non, c'est vraiment. ouais, c'est pas du bluff non plus là. Exactement, ouais. Ah ouais, Tu ouais. vas, tu joues ta peau pour sauver les autres. Ouais. C'est super. Ça, bon, donc tu commences à travailler où? À Paris, c'est ça? Je commence à travailler, je vais revenir à mon histoire de tour du monde. En fait, je termine mes études d'ingénieur, 5 Oui. ans d'études, et avec mes meilleurs amis, on s'était dit, avant de rentrer dans la vraie vie, la vie active, parce qu'après, une fois qu'on a un crédit, le chien, la femme et les enfants, on ne peut plus faire ça. Donc on s'est dit, à la fin de nos études, on avait tous fait des écoles plutôt sympathiques, soit de commerce, soit d'ingénieur, on s'est dit, on se fait un voyage, et plutôt que de le faire de façon complètement vaine et juste en touriste, parce qu'on voulait partir un an, on a monté un gros projet qui s'appelle 2001 l'Odyssée des musiques, parce qu'à l'époque c'était donc en Et 2001. c'était en 2000, hein? En 2001. D'accord. En 2001, et on est parti en fait étudier de façon, on avait 20, 23, 24 ans, donc à la hauteur de gamins de 23, 24 ans, comment pouvait s'exprimer l'engagement au travers de la musique dans les différents pays du monde. En fait, ce projet qui était, parce qu'on n'avait pas non plus beaucoup d'argent, donc on a trouvé des sponsors et on a trouvé beaucoup de gens qui nous ont suivis, des radios notamment, qui nous ont suivis. On a monté un super projet. Et ce voyage, il durait combien de temps?
Un an, mais le oui. projet en tout, il a duré presque 2 ans parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à filmer. Sony nous avait filé des caméras. On avait, pour la petite histoire aussi, il y a une anecdote assez sympa, c'est un des partenaires radio, c'était RFI, et le directeur Amérique du Sud d'RFI, qui s'appelait Ramon, qui nous avait pris sous son aile et qui nous aidait, et à chaque fois il nous disait j'en ai parlé à mon fils, il vous suit, c'est super. On disait c'est super, merci Ramon et ça. Et en fait, pour la petite histoire, c'était Ramon Chao et son fils c'était Manu Chao. Et en fait, il nous a donné plein finalement de contacts. Ça, nous c'était marrant parce qu'on disait ouais bon avec ton fils c'est sympa, jusqu'au moment où on se dit non mais on a vraiment mis du temps à comprendre que c'était Manu Chao. Et du coup Manu Chao nous a filé plein de contacts. Parce qu'une fois qu'on a fait ce voyage-là, on a monté un premier documentaire sans savoir. On avait filmé à l'arrache, sans trop savoir, mais on avait filmé des choses extraordinaires. Et ce qu'on n'avait pas au niveau technique, on l'avait avec la spontanéité de nos 20 ans et avoir des gens. Donc après, quand on doit le monter, t'en sais quelque chose, j'imagine, des fois on s'arrache les cheveux, on se dit mais pourquoi là j'ai... Surtout en 2001, c'était pas simple, non? Ah, c'était des caméras. En plus, il y avait des boutons, je me rappelle. Mais c'était encore du VHS, du quoi? Non, du Betacam, non, c'était en mini DV. C'était déjà mini ouais. DV, ouais. Et puis très rapidement, en fait, non seulement techniquement, mais quand on rencontrait ces gens-là, qui souvent qui risquaient leur vie pour la musique, ça pouvait vraiment être. Ça vous remettait un petit peu au niveau, quoi. Complètement. On On est quand même. Vous faisiez des trucs un petit peu futiles par rapport à la vie des autres. Ouais. Exactement, et ça nous a appris ça, et en fait c'était de voir aussi que s'engager, l'engagement, ça pouvait être effectivement par exemple des rappeurs en Afrique qui disaient le président est un voleur, un engagement on va dire très explicite, et ça pouvait être par exemple en Inde on avait filmé 2 personnes, un qui faisait des tablasses, l'autre qui faisait de la flûte traversière, donc il n'y avait même pas de parole, donc tu te dis mais l'engagement il est quoi? Et en fait l'engagement c'est qu'il y en avait un. Le joueur de flûte c'était un intouchable et le joueur de tabla c'était un brahman, donc c'était 2 personnes des castes complètement différentes. Et le fait de jouer ensemble, ils ont été tous les 2 reniés de leur famille en disant non tu ne parles pas et l'un et l'autre. Et en fait leur engagement c'était de se dire donc, je défie le système. Votre voyage a duré 1 an ou un peu plus? Je dis physiquement. Voilà, physiquement 1 an, mais le projet en tout, parce qu'après il y avait un petit peu de préparation et après beaucoup de montage du film et tout ça, ça nous a duré presque 2 ans. En fait, donc finalement, vous vous êtes retrouvés tous les 4 à faire des vidéos, en fait, d'arriver dans le monde merveilleux de l'audiovisuel, quoi, finalement, non? Oui, mais sans vraiment l'avoir décidé, c'est vraiment parce que Sony était un des partenaires, nous avait filé des caméras, on s'était dit, bon bah écoute, on va le filer, parce qu'à la base c'était vraiment suivi par internet, encore une fois, remets-toi en 2001 mais c'est les dans les balbutiements de l'internet, on avait gagné notre site. Mais il n'y avait pas YouTube, non? Je crois pas, ça n'existait pas. Du tout. Et les vidéos, vous les mettiez sur quoi alors Alors, non, là le projet pour le site internet c'était d'écrire des articles et on avait un moteur de recherche où on enregistrait des musiques, nous au début c'était vraiment sur la musique, donc on faisait des émissions de radio. On mettait sur un moteur de recherche, encore une fois en 2001, on était vraiment les pionniers complets là-dessus. Les vidéos étaient trop lourdes à l'époque, je pense que ça passait même pas. Quoi. Donc là on n'avait même pas pensé de mettre de la vidéo, on mettait des photos, des sons. Voilà. Et par contre on filmait dans l'idée de faire de documenter. On savait pas trop exactement pourquoi le faire. On avait Sony qui nous avait filé ses caméras, on s'est dit on va quand même filmer. Et en fait on va dire qu'on s'est pris au jeu au fil du voyage. Donc on avait commencé par l'Afrique, donc on a un petit peu moins d'images de qualité on va dire d'Afrique, mais après on était en Amérique du Sud, on était en Australie, on était en Asie du Sud-Est, on était en Inde. Donc 2002 tu arrives ici pour la première fois, non? Quelque chose comme ça? Alors 2002 exactement, mais par contre c'est pas n'importe quel 2002, on arrive en début 2002, donc ici dans la crise. Et nous on arrive en sifflotant, vraiment parce qu'on était en train de voyager, il y avait moins d'intérêt. On arrive en sifflotant en se disant bon ben super, là après l'Afrique, le Brésil qui était un peu dur, on était en Bolivie, on arrive en Argentine en se disant bon là on va pouvoir bien manger, on avait vu quand même ça va être tranquille en Argentine, c'est ça que tu t'es dit. Et on arrive, voilà exactement, on arrive en plus avec la carte bleue de l'association en disant bon on va tirer de l'argent, et là on voit qu'il y avait une quadra de files d'attente. Et nous on disait non mais nous c'est juste pour tirer de l'argent, et il fait ouais nous aussi ouais. Et on disait mais non mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, et là on se prend pleine poire en fait la crise de 2001, parce que c'était crise de 2001 c'est décembre 2001 en fait, donc c'est beaucoup 2002 en fait toi. Et on se prend ça, et en même temps il y a aussi une espèce d'histoire d'amour qui se crée à ce moment-là, la résilience, la force. Mais ça c'était chez toi, mais chez les 3 autres aussi? Ah oui en fait. Pour tout te dire, quand on a terminé le voyage, les questions, encore une fois, on a fait beaucoup d'émissions pour France Inter, pour RFI, et à chaque fois les questions étaient un petit peu les mêmes. Alors qu'est-ce que vous avez préféré? Tu te dis, mais c'est impossible, c'est impossible ça.
Et je disais, répondre ce qu'on a préféré, c'est impossible. Par contre, s'il y a une question à laquelle je peux répondre avec certitude, c'est s'il y a un endroit dans lequel je me dis je pourrais y vivre et y être heureux, ça je peux te le dire, c'est Buenos Aires. Ah, c'est amusant. Et ça, marrant. dès 2002, c'est Et impressionnant. finalement, et du coup à tel point que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de copains qui sont après cette épopée, qui sont venus soit faire des études, soit faire des échanges. Il y a une continuité Ah ouais, de mes potes. t'as fait la pub. Voilà, j'ai fait la pub. Donc du coup j'avais mes potes qui étaient là. Ouais. Moi j'habitais aux Antilles à ce moment-là, donc j'allais souvent aussi depuis les Antilles voir mes potes. D'accord. Et j'ai rencontré ma femme qui est argentine. Ah, et du coup voilà, finalement voilà. je suis vraiment. Mais dis-moi, à l'époque en 2002, t'as filmé ou t'as fait essentiellement des photos de Ah non, Buenos non, Aires là j'ai d'époque? filmé. Là, t'as J'ai filmé. filmé, on avait filmé un groupe de tango féminin, Las de la Basto qui s'appelle. Ok. Et c'était vraiment super, mais par contre on filmait aussi les gens avec Ah voilà, qui c'est dormaient ça que dans je la me rue posais. avec leur caddie. Enfin, t'as qui fait la dormaient. réalité pour la première Ah, fois, ouais, t'as ouais, fait ouais. des photos peut-être un peu plus du quotidien là, non? En fait les photos c'est vraiment pour le site internet, mais nous tout ce qu'on filmait c'était pour faire le documentaire. Et là on a beaucoup filmé en Argentine et D'accord. c'était Tu les as encore extraordinaire. ces vidéos? Bien sûr, mais j'ai le Ah, film. il faut que tu m'envoies ça alors. Hein. Carrément. Et tu d'accord, m'as dit carrément. donc, ça, à c'est l'époque, t'habitais aux Antilles, c'est ça? Non, à ce moment-là, non. J'habitais à Paris. Oui. Et en fait, une fois qu'on a terminé ce film, il y a un moment qui est rigolo, parce que ça fait quand même 2 ans, on a tous nos diplômes tout chauds, mais qu'on n'a pas vraiment Oui, parce que encore vous n'avez utilisé. toujours pas Voilà, travaillé sérieusement. On est dire. ingénieur, on a fait Voilà. des stages un peu de longue distance, au long cours, Oui. mais on n'a jamais vraiment travaillé dans une vraie boîte. Et là, on s'est dit, avant de rentrer dans la vraie vie, il faut qu'on fasse ce voyage. D'accord. Et après je te jure que ça s'est vraiment passé comme ça. Ouais, Au ouais. bout des 2 ans, qu'on s'est dit, bon, maintenant, il faut rentrer dans la vraie vie. Voilà, c'était dur. Et non, en fait, on s'est regardé, on fait, non, mais la vraie vie, en fait, c'est ça. En C'est fait. ça, ouais. C'est ça. Et en fait, Ouais. tous les 4, on a pris la tangente et on a fait. Alors moi, ça continue d'être. Ce que je fais, c'est des documentaires scientifiques. Donc le fait d'être ingénieur m'aide. Mais au début, donc je suis parti vivre aux Antilles parce que ma copine de l'époque Ah, habitait c'est pour là-bas. ça, d'accord. Et du coup, Et tes copains, ils sont tous rentrés en France ou ils ont eux, ils étaient en France, mais il y en a un qui ils sont mis dans le cinéma, dans la production audiovisuelle. Ah d'accord, ils sont tous On a là-dedans. tous, quoi. on a Ah, fait tous ouais, lancé ouais. là-dedans. ouais. Mais alors, bon, on est dans ces années 2004-2005, donc là tu commences quand même à travailler, il faut faire rentrer un peu d'argent. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là donc au début vraiment 2004, 2005, 2006, qu'est-ce que tu fais à cette Je époque? fais des. Alors, donc, je pars vivre aux Antilles parce qu'il y avait ma copine de l'époque qui vit là-bas. Et là, je fais des films de mariage, des bar mitzvahs, des films de luxe parce que j'étais dans une île à Saint-Barth où c'est une île Il y a de toujours luxe. des hôtels, des clubs, des machins. Voilà. Voilà. Et où je filmais, et en même temps, donc c'était pas le truc le plus passionnant, j'avais pas fait ce changement de vie pour ça, et en même temps j'avais aussi conscience déjà qu'il fallait vivre, moi j'avais pas spécialement d'argent, c'est des endroits qui coûtent très cher, Oui. donc il fallait quand même gagner de l'argent de là-bas, parce que là-bas tout est cher, mais toi tu vends cher aussi ton travail. J'imagine que rapidement, entre guillemets, tu étais connu. Enfin, l'île est petite, vous Voilà. n'étiez pas 36 à faire ça. Exactement, moi j'ai Donc, eu l'avantage d'être d'être un mariage, il y avait que toi, c'était ça. au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et donc j'étais non mais t'as raison, en plus Voilà. c'était ça, sauf que les gens qui se marient à Saint-Barth, tout ça, c'est des méga stars en fait, donc Ouais. du coup j'allais filmer par exemple le mariage du fondateur de Google, toi, Sergey Brin, Ouais. c'était la 5e fortune. D'un Et autre côté, au niveau technique, ça t'a appris pas mal de trucs, parce que là, c'est sûr que c'est pas l'aventure. Hein, de passer à faire le tour du monde, aller au fin fond de villes ou de banlieues ou des trucs comme ça, et puis te retrouver pour filmer un mariage, c'est pas non plus le. Ouais. Hein Les mariages et aussi les boîtes, tu sais, des boîtes type LVMH, ils faisaient des espèces de pubs. Alors c'était pas des vraies pubs qui passaient à la télé, mais c'était des pubs un peu corporate. Ouais. Et en vrai, tu avais le directeur artistique qui regarde, qui te fait, mais là il y a une ombre sur ton. Et là ça tu fais, non, il n'y a pas d'ombre. Et si allez on recommence, tu me refais tout. Donc ça m'a c'est- vraiment appris la rigueur, des Ouais. fois par l'absurde. Ouais. Mais là j'ai appris en fait avec l'argent que je gagnais en faisant ces trucs-là, Ouais. j'ai commencé, parce que moi mon but c'était quand même de faire des documentaires, j'ai commencé à autoproduire, j'ai monté ma petite boîte de prod Là-bas. Ouais. là-bas. Ouais. Et je suis parti notamment, je suis retourné dans certains endroits que j'avais explorés avec mes potes ouais. pendant le tour du monde, au Mali notamment, au Brésil, refaire des sujets sur lesquels on était passé très rapidement parce qu'on avait fait un film de tour du monde en se disant Ouais. là il y a la place pour faire des vrais documentaires. Je suis resté là-bas jusqu'en 2009 D'accord. Et après, t'es parti où? à Paris. À Paris D'accord. parce que justement ça commençait un tout petit peu à marcher. J'avais fait aussi une série pour RFO, ça s'appelait à l'époque, maintenant c'est France O, Ouais, sur les Antilles, où je commençais à faire des premiers films vraiment broadcast. Alors même si ce n'étaient pas des chaînes les
les plus mainstream, mais c'était quand même Ouais. les vraies règles. Ouais, et là, je ouais. me suis dit, Là, c'était déjà une exigence professionnelle, en tout cas Exactement. dans la qualité des films que tu devais produire. Et pourquoi tu es parti de Saint-Barth? je suis parti, alors déjà parce que je me suis séparé Ah, je m'en doutais. de la Je voulais vie. pas te poser la question, mais je m'en Et en doutais. même temps, je me suis aussi séparé parce que j'avais envie de passer un peu l'œuf et la poule aussi, parce que j'avais envie de partir, parce que je sentais quand même que j'étais plus prêt à rentrer dans le vrai grand monde et plus proclamer ou se sentir réalisateur de documentaire. C'est pas quelque chose qui, c'est pas comme ingénieur ou c'est quelque chose où il faut se sentir légitime. Et moi, j'avais du mal à me sentir complètement légitime, et je me suis dit, écoute, maintenant que tu as fait, j'avais dû faire 3-4 documentaires pour RFO, qui avait eu des bonnes audiences, hein, mais tu sens quand même que c'est toujours un petit peu protégé. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'aille à Paris, que je Allez, on va me se jeter jette dans le grand bain. Allez, Exactement. on va- très bien. Et donc là, tu t'installes, c'est normal que tu t'installes à Paris, là où il y a du travail, je suppose. Enfin, du travail. Moi, toujours avec l'ambition, si tu veux, de grandir. Donc là, je monte En fait, moi, ça s'appelait Télémac Productions, ce que j'avais créé à Saint-Barth. Et là, je décide de créer Télémac Productions, mais Paris, avec 4 associés. Ah oui, carrément. On arrive avec avec beaucoup d'ambition. Mais Alors, pourquoi tu étais obligé d'être avec quelqu'un? Tu pouvais En fait, pas continuer tout seul ou non, mais c'est le quoi? but, c'était de me dire justement, alors l'histoire termine mal, mais en même temps de me dire, je passe de cette structure où je suis tout seul, où je fais mes choses, où je suis au four et au moulin, c'est-à-dire à la fois je produis, un petit peu ce que tu fais toi aussi, c'est-à-dire tu fais tout, tu fais le montage, tu fais tout ça, donc c'est hyper formateur parce que ça t'apprend justement, quand t'as pas fait d'école d'audiovisuel, à pouvoir À connaître toucher tout. Ouais, tout, et voilà. après pouvoir diriger un petit peu les Ouais. autres. Mais nous, on a eu, on va dire, je sais pas si c'est la folie des grandeurs parce que c'était pas spécialement ça, mais on a monté cette boîte. Moi, je suis arrivé avec 2 documentaires signés en plus d'RFO, en montant cette boîte, en mettant tout mon matos en commun. Et finalement, en fait, Qu'est-ce qui n'a 3 pas ans marché? après, Ouais. en fait, on a fait mes 2 documentaires que j'ai signés et c'est moi qui les ai faits. Et en fait, on a terminé la boîte, on n'avait rien rentré d'autre. Donc en fait, il n'y avait aucune différence entre le fait Tout que je sois seul ou à 4? sauf que je gagnais plus d'argent et donc, Bah oui. en fait ça a pas fonctionné. Mais Pendant cette expérience de Télémac Paris, j'ai été on nous avait mis en contact avec un archéologue, parce que nous au début, moi les films que je faisais c'était sur la musique, beaucoup sur la musique, sur l'engagement, sur des révolutions qui avaient lieu dans les îles des Antilles, sur Saint-Barthélemy, l'évolution qu'avait connue Saint-Barthélemy en peu de temps. Oui. Mais il n'y avait rien à voir avec la science. C'est-à-dire que moi mon passé d'ingénieur n'existait pas. Ok. Et en même temps, avec Télémac Paris, on est rentré en contact avec un archéologue qui nous a dit écoutez, moi dans 15 jours, je pars en Mongolie filmer les dernières tombes glacées dans les montagnes de l'Altaï. Est-ce que vous voulez venir? Donc là, j'arrive en réunion de production et tous les autres ils disent non, ben non, ça va pas. C'était déjà un peu la fin. Et moi je dis non mais attendez, c'est juste je le fais. Mais par contre l'archéologue il nous dit bon, je sais bien que vous pouvez pas demander à une télé, donc moi je suis prêt à payer le billet d'avion pour 2 personnes, tous les frais, donc ça va rien vous coûter, mais par contre vous n'aurez rien. Vous aurez rien. Bon. Et si ça marche, super, et sinon ça vous aura au moins rien coûté. Et là, c'était quand? Quelle année ça? Et ça c'était en 2011, quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Et là je pars, mais par contre, vu que les 3 autres ne voulaient pas partir, je me dis avec qui je pars, avec qui j'amène dans ma galère, parce que j'avais besoin quand même quelqu'un pour prendre le son. Et j'ai appelé mon meilleur ami, qui n'était pas du tout du métier, qui était journaliste, qui faisait du journalisme sportif avec Didier Roustan, il faisait ces trucs. Mais il s'est dit, bon, c'est peut-être des Et vacances. lui, c'est mon gars sûr, Ouais. parce que c'était partir 5 semaines Tu en le autonomie connais. complète Ah ouais, dans la tu steppe, le quoi. Et je voulais, lui c'est un Corse solide, et je voulais surtout quelqu'un avec qui je me dis, il va être solide, il va pas casser les couilles. Il va non pas plus, flancher au voilà. bout d'une semaine. Voilà. Et en fait ça s'est passé, et c'est les 5 meilleures semaines de nos vies, tu vois. On a adoré. J'ai essayé de rentrer en contact avec les vraies chaînes, donc Arte ou France 5, parce qu'il y en avait Mais que tu 2. pouvais déjà leur montrer ça, quoi. En fait, je pouvais ça, mais en fait, je n'arrivais pas à avoir accès à eux. Et ça me rendait fou. En fait, ça me rendait fou. L'année, et ça prend, c'est des temps incroyables. L'année d'après, l'archéologue me dit alors, tu as pu le vendre? Il fait non, pas encore. Il fait parce que là, je repars. Et je lui fais oui, mais j'ai pas encore vendu. Il me fait mais écoute, si tu veux, je peux encore payer pour une personne. Alors, je suis parti tout seul. Et là, c'était dur, parce que là, on était à 4000 mètres d'altitude. Il y avait 40 degrés d'amplitude thermique entre le jour et la nuit. En fait, tu perdais 40. Et c'était où là? C'était toujours dans l'Altaï. En fait, c'était toujours là. C'était très dur. Et là, je reviens et toujours, j'arrive pas à le vendre. Et là,
je vais être honnête, quand je parlais des fameuses montagnes russes, Là, tu étais au creux du creux du creux en me disant, écoute, si ce film-là, il était extraordinaire, on avait des rushs de dingue, on avait trouvé des sarcophages glacés, j'arrive pas à le vendre, mais même, c'est même pas que j'arrive pas à le vendre, c'est que j'arrive même pas à le proposer aux gens, ils veulent même pas me recevoir. Et par ailleurs, j'avais un ancien père de potes qui m'avait proposé de revenir dans le monde de l'ingénierie, monter une boîte avec lui. Et là, je me dis, j'accepte ta proposition. allez, j'accepte. Si Et il me dit, l'histoire elle est belle pour l'abnégation quand même. Il me dit, écoute, c'était toutes les technologies de recyclage pour l'environnement. En plus, c'est quelque chose qui me tient quand même beaucoup à cœur. Et il me dit, écoute, il y a un salon en Allemagne, à Stuttgart. C'est le plus gros salon européen de toutes les technologies de l'environnement. On part là et tu prends ta décision au retour, quoi. C'était 3 jours, donc costard, cravate. Ah, ça a changé là. En allemand. Et là, en anglais, je me disais, ok, bon, allez, c'est pas grave, Cédric, tu pouvais pas continuer comme ça. Et en fait, j'avais lancé T'essayes de te faire une raison, quoi. Beaucoup de lignes qui n'avaient jamais abouti. Et en fait, au 2e jour du salon, j'ai une des boîtes de prod que j'avais contactées, comme les 1000 boîtes de prod que j'avais essayé de contacter et tout ça, qui m'appelle, qui me dit Arte prend le film. En fait. Et je suis au 2e jour. T'as sauté au plafond. Et j'ai terminé parce qu'en plus c'était le père de mon pote, donc j'ai quand même par rigueur fallait terminer. Ouais. Mais à ce moment-là, et d'ailleurs les derniers jours du salon étaient super. En fait, j'étais tout sourire parce que je me disais pas que j'allais être à la porte de Versailles au salon toute ma vie. Je me disais voilà, je termine ça, mais c'est parti. J'aurais peut-être même si c'est un one shot, au moins je l'aurais fait. Je rentre vraiment dans le vrai game. Ça y est. Important. Parce qu'en fait, un auteur, il va jamais voir un diffuseur, une chaîne directement. Il faut toujours qu'il y ait un intermédiaire, qui ait une boîte de production. Et en fait, sur ces grosses cases de prime time et tout ça, ils ne font confiance qu'aux grosses boîtes de prod. Terminé. Maintenant, je ne me considère plus comme un auteur-réalisateur et je vais voir d'autres boîtes de prod en proposant. J'en avais vu plein et tous me disaient, plus ou moins honnêtes d'ailleurs, tous me disaient ah, je sais pas, etc. Et en fait, celle que je vais voir, Blanche Guichou, à qui je lui dois la vie, en fait, de Agathe Film, c'est une très grosse boîte de prod indépendant, c'est une des plus renommées, mais je l'avais vue en n'ayant pas beaucoup d'espoir que ça marche. Et j'avais fait ce qu'on appelle des petits trailers, c'est-à-dire des petits 3 minutes pour présenter, j'avais écrit un scénario. Et en fait, elle a envoyé ça à Arte, et Arte dit Banco, on fait le. D'accord, ça s'est passé comme ça. On avait fait une avant-première à l'UNESCO où il y avait Yves Coppens, d'ailleurs. Pour la petite sœur, après moi j'ai fait beaucoup de films de paléanthropologie aussi sur les origines de l'humain. Ouais. Et en fait il y avait Yves Coppens, donc, qui est le plus grand paléanthropologue français, voire même au monde, et qui était venu à l'avant-première et j'avais trouvé ça extraordinaire. En plus on avait fait ça au siège de l'UNESCO à Paris, c'était dingue. On a fait des super audiences et ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance parce qu'il en faut. Hein. C'est-à-dire pour avancer avec cette insécurité inhérente au métier tu sais combien de vues Arte a fait Oui, on avait fait 1,5 million de vues, ce qui est énorme. Arte, mais c'était quoi, 20h50 oui, c'est en prime time, c'est en prime time, mais quand même sur leur par rapport à ce qu'ils font d'habitude, on avait cartonné, c'était super. Et comment ça s'appelle, enfin ce reportage, comment s'appelle les titres? Ça s'appelait le sarcophage glacé de Mongolie. Paris, c'était vraiment important parce que c'était là où je me plongeais dans le grand bain. J'avais quitté les Antilles, le cocon des Antilles. Et je me confrontais à la vraie réalité de la production, avec tout ce qu'il y avait de dur aussi, en me disant je ne peux pas être réalisateur et producteur, il faut vraiment que je choisisse, et c'est vraiment le côté de réalisation que je préfère faire. Et les films que je faisais, en fait, un peu par hasard, je suis retombé sur cette histoire de films d'archéologie, en fait. Ah ouais. Et au final, ce qui est d'un point de vue presque psychanalytique, c'était important parce que ça a permis en fait de réconcilier ma vie d'avant d'ingénieur, de scientifique, avec. Donc en fait, tu t'es spécialisé dans ce genre de documentaire. Voilà. J'étais ingénieur. Je commence à faire des films sur la musique, presque de voyage. Et en fait, avec l'expérience de Mongolie, d'archéologie, je réconcilie un peu mes deux amours, la science et l'audiovisuel, en me spécialisant à faire des films d'archéologie, de science. Où arrive l'Argentine dans Où cette arrive histoire? l'Argentine? Et ben depuis ce fameux voyage quand même autour du monde, j'étais toujours avec mon amour de Buenos Aires, et j'y allais quand même aussi très régulièrement pour visiter mes potes qui étaient là-bas. Lors de ces voyages, j'ai rencontré ma femme, qui est argentine. Donc c'est ça. Elle est partie, elle est venue vivre à Paris, et donc toutes ces années de Paris, on les a vécues ensemble. Donc, en fait, tu l'as connue à Paris?
Non, je l'ai connu en Argentine, mais où je ne vivais pas. Je venais, on va dire, en vacances ou pour des projets de boulot, mais très ponctuels. Et en fait, en 2009, on est parti, au moment où j'ai justement quitté Saint-Barth et tout ça, en 2009-2010. Ah oui, donc en fait, elle est venue pour toi. Elle est allée en France pour toi. Ah oui, oui. Ouais, En fait, d'accord. on a fait ça. On a vécu de 2010, on va dire, à 2015 à Paris. Ouais. Et en 2015, on est parti, revenu, enfin, ou venu, Ouais. et Donc s'installer. 5 ans ensemble à Paris, et puis c'est le qui a craqué, qui a dit je peux plus, il faut que je revienne en Argentine, c'est ça? Tu es un fin psychologue, Ouais. exactement. Elle est d'où ta femme? Elle est née à Comodoro Rivadavia, dans le Ah Chubut, oui, oui. mais elle habitait à Buenos Aires. Mais a elle fait habite ses à études Buenos Aires, Ouais. d'accord. Ok. Et elle t'a pas dit on va à Comodoro Rivadavia s'installer? Non, j'aurais peut-être hésité. Après, cela dit, c'est une jolie ville, mais c'est un petit peu loin. Un petit peu loin. D'accord. Et donc vous êtes arrivé en 2015 ici, c'est Ouais. ça? D'accord. Ah bah oui, ça fait un peu plus de 10 ans, ouais, juste. Et vous vous êtes installé où? On s'est installé, au début c'était dans un quartier de Palermo, on était à Bulnes et Gorriti. Ah oui, tu me l'as dit, ouais. Ouais. Donc presque à la frontière. Alors encore une fois, c'est un quartier qui a énormément changé. Oui, Nous à ça, c'est l'époque, vrai. il y a 10 ans, il y avait encore plein de petits artisans, un petit peu comme Villa Crespo d'ailleurs. Ouais, C'est des c'est endroits vrai. maintenant il y a le Desarmadero, il y a des bars très Ouais. fashion, ça. Ouais. Mais à l'époque, c'était encore, il y avait sa petite patine D'accord. toujours. Et ta femme, elle travaillait, ou elle travaille toujours dans quoi à l'époque Alors elle est avocate. Ah, Elle a ouais. fait, en fait, elle était avocate en Argentine. Elle avait fait 2 masters en France dans le droit de la propriété intellectuelle et Ouais, industrielle. évidemment. Ouais, elle Donc, parle parfaitement français alors. Ouais, ouais. Ah ouais. Très chevronnée. Et en fait, elle est revenue ici. Elle a bossé justement dans un cabinet de marques, c'est qui dépose notamment pour Apple, Google, toutes ces marques-là. Et en fait, au bout d'un moment, déjà, on a eu un enfant. Et en fait, D'accord. elle s'est dit, tiens, et si je montais pas ma boîte? Et elle a monté son auto-entreprise, qui Ok. est de location d'équipements pour bébés, notamment pour les touristes. Les touristes, soit argentins qui habitent en dehors de l'Argentine quand ils reviennent, plutôt que de voyager avec leurs poussettes, Ah, leur tiens. siège auto, Pas tout ça. bête. Elle Ah leur ouais. fournit ça Ah en fait. ouais. Ou Ah, des c'est bien. étrangers tout court aussi. D'accord, et ça marche bien, elle est toujours là-dedans? Ouais, Ah ouais. ça se passe bien. Ok, et toi, tu continues donc toujours tes petits reportages à partir de chez toi ou Alors, reportage non, documentaire. Ah, Attention, pardon, ça n'a pardon, rien pardon. à voir. Vas-y, raconte la différence entre reportage et documentaire. Alors, un reportage, c'est quelque chose, c'est un produit, c'est pas un jugement de valeur, hein. Il y a des reportages très bien et des documentaires nuls. Mais un reportage, c'est plus journalistique qui veut justement dépeindre une réalité objective, journalistique d'une situation. Un reportage sur cette place, voilà comment est-ce qu'elle a été créée. Un documentaire, il y a un point de vue. C'est-à-dire qu'un auteur donne son point de vue sur une situation Ok, et donc c'est engagé. si j'ai bien compris, voilà, un reportage, ça doit rester neutre, alors qu'un documentaire, c'est forcément, comme Avec tu un dis, point de vue. engagé. Voilà. Ah, engagé, il y a différentes façons d'être engagé, mais en tout cas, il y a un vrai point de vue D'accord. et il y a une honnêteté de l'auteur, parce que le but, ce n'est pas de trafiquer la réalité, par contre. Il faut avoir une honnêteté, mais une honnêteté avec un vrai point de vue. D'accord. C'est-à-dire que tu Donc demandes- toi, c'est du documentaire parce que tu es quelqu'un d'honnête, mais tu donnes ton point de vue, c'est ça? Voilà, après, moi, c'est de la science, hein, donc de toute façon, le point de vue, il est particulier, mais un des documentaires sur lequel je travaille en ce moment, c'est sur de la géopolitique autour du lithium argentin. Et là, il y a plus des questions de point de vue. Parce qu'il y a des gens, le lithium, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'essaye justement de ne pas être manichéen non plus, de se dire c'est ni bien ni pas bien. Et celui-là, il est déjà tourné ou pas encore? Il est en train d'être tourné. Il est en train d'être C'est pour tourné. ça que là, je dois aller en France jeudi prochain. D'accord. Ça, c'est pour Arte, mais c'est plus pour la même case. C'est pour la case de géopolitique Mais d'Arte. maintenant, si j'ai bien compris, Arte te connaît bien depuis 10 ans, alors. Arte, moi, j'ai surtout travaillé pour France Télévisions, surtout pour France 5. Et Arte, j'avais travaillé pour ce tout premier film. Et là, je fais mon retour chez Arte, on va dire. D'accord, mais ils te connaissent. Ils me connaissent. Ouais, ça On va, est- c'est on plus est- on facile. est des non potes maintenant. C'est plus facile. En fait, on croit toujours, c'est toujours un peu plus facile parce qu'au début, on est vraiment. Mais en fait, on croit toujours que ça y est, on est arrivé, que ça va être facile. Et en fait, ça ne l'est jamais facile. Ça l'est en fait. jamais, hein. C'est toujours un peu plus facile, mais ça ne Pas l'est jamais. vraiment. Et puis, j'ai eu la chance justement de ne pas avoir des parents qui me mettaient beaucoup de pression. Déjà, dans mes choix, j'ai beaucoup fait mes choix tout seul. Donc en fait, je pense qu'ils avaient confiance.
Alors encore une fois, s'il y en avait bien qui doutaient, c'était plus moi que mes parents. En fait. D'accord. Quand tu es parti aux Antilles, par exemple, ils n'ont rien dit. Non. Et après, quand tu as décidé de venir ici, pareil, quoi. En fait, ce qui les dérange plus, par exemple, le fait d'être ici, maintenant que j'ai une fille, c'est la distance, c'est que ma maman est décédée, mais mon père, voilà, il a envie de voir mes frères et sœurs, ils ont envie aussi de voir nous, mais surtout ma fille, je pense. Ouais, plus ta fille que oui, toi. je pense. Maintenant, toi, tu y vas assez souvent, je veux dire, professionnellement en France, mais peut-être pas ta fille ou ta femme, non? Pour le boulot, moi, parce que je continue à bosser exclusivement, même pour la France, donc moi j'y vais assez souvent. Alors, en ce moment, là où il y a les films j'ai 2 films en même temps, donc ça, c'est des situations qui n'arrivent pratiquement jamais, parce que c'est encore une fois, il y a des gros trous d'air, et d'un seul coup, là, je sors. T'en auras peut-être de moins en moins des trous d'air. Ouais, mais en même temps. D'en avoir 2 ou 3 en même temps, ça va être peut-être bientôt la norme. Le dernier trou d'air, c'était justement les 3 dernières années en même temps. Donc tu vois, c'est des gros trous d'air. Ouais. La pandémie a fait beaucoup de mal en fait au monde de l'audiovisuel et dans la production scientifique en particulier. Okay. Donc en fait, il y a eu beaucoup de mal à relancer des projets. Et moi, vu que je suis toujours spécialisé là-dedans, c'était compliqué. Mais alors là, on aborde ça pendant le trou d'air. Comment t'as fait pour mettre du beurre dans les épinards? Comment t'as fait là? Alors déjà, j'ai ma femme qui travaille. Ça, c'est une bonne chance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le début du trou d'air, c'était quand même aussi avec une Argentine où ça coûtait beaucoup moins cher que maintenant. Oui. Si le trou d'air, il était maintenant, je pense que j'aurais eu vraiment beaucoup de mal même à rester, parce qu'en plus avant moi j'avais pas ma fille, maintenant ma fille elle a 9 ans, elle est scolarisée à l'école française, c'est une école qui coûte quand même une blinde. Moi c'est très important pour ma femme aussi que notre fille elle ait une double culture, qu'elle soit à la fois une petite... C'est pour ça que tu l'as mis au collège. Ouais. Nous c'est vraiment pas parce qu'il y a un côté un peu bling bling aussi de ça. Moi, nous c'est presque quelque chose moi qui me freine en fait par rapport à mon parcours d'école publique. Mais que là moi c'est vraiment le côté. Moi je veux que ma fille ce soit aussi une petite française, c'est une petite Argentine. Elle est en quelle classe là? Elle est en CM1. J'adore poser la question, qu'est-ce qui te gêne le plus dans la culture argentine? Alors culture argentine ou même les Argentins d'une manière générale. Le principal défaut que tu vois en eux alors ce qui est sûr, je te le dis en étant honnête, c'est que moi d'abord, surtout quand je suis dans un pays, je préfère commencer par tout ce qui me plaît, parce que je ne vais pas venir dans un pays en commençant par tous les défauts. Après, est-ce qu'il y a des choses que... Oui, mais là, ça ne m'intéresse pas ce qui te plaît, parce que c'est toujours les mêmes choses. Ouais. Alors, par contre, les défauts, là, on a à chaque fois des choses bien différentes. Donc moi, voilà, pour commencer, en tout cas, le problème, c'est que j'adore ce pays, moi j'adore les Argentins, et je suis comme un poisson dans l'eau ici. Ouais. Après, les choses qui peuvent me déranger, ça va être le côté un peu fanfaron, toi, sur beaucoup de choses, d'avoir toujours le meilleur truc au monde. Alors, et parfois ça fait un peu justement presque complexe d'infériorité en te disant tu es en train de m'étaler que tu as le meilleur alfajor, tu te dis ben oui, nous on fait pas alfajor, enfin, et il y a un côté un peu vain là-dedans, mais presque tendre en fait, en te disant écoute, c'est lui qui est quand même qui vit crise après crise et qui a besoin aussi de trouver du positif, et il y en a, mais souvent les Argentins ils sont justement beaucoup dans l'autocritique très forte, et ils passent d'un extrême à l'autre, à la fois d'être extrêmement critiques en disant que c'est le pire endroit, à se dire non en fait c'est le meilleur endroit, et c'est... Mais attention, ils ont le droit de critiquer leur pays. Mais nous, en tant qu'étrangers, je me suis déjà fait tirer les oreilles plusieurs fois parce que j'avais osé dire exactement la même chose qu'eux, hein, tu vois, 10 secondes après. Mais moi, je n'avais pas le droit de le dire. Est-ce que les Français, on n'est pas pareil? Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que, toi, quand tu vois les communautés, pareil, une blague juive, ben toi, si t'es pas juif, c'est un peu... T'as pas le droit de la raconter. En tout cas, ça dépend lesquels, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux aller piquer si tu fais partie, parce que sinon, il y a un côté, effectivement, nous, on est quand même dans un pays où on nous accueille, c'est qu'à un moment, effectivement, comme on peut dire à la fois, c'est si t'es pas content, mon gars, mais... Tu t'en vas. Ouais. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il faut tout accepter et se dire que tu es parfait? Bien sûr que non. Mais il y a forcément des choses, que ce soit en Argentine ou ailleurs, d'ailleurs, c'est de se dire, on m'accueille, il y a des choses que je prends, l'essentiel je le prends parce que moi je suis très bien ici, et concrètement si je devais revenir en France, alors encore une fois on n'est pas en train de parler de l'enfer, mais moi je préfère ma vie ici que la vie en France par exemple. D'accord, mais tiens justement on va rebondir là-dessus, est-ce que tu as eu un moment, une envie de repartir en France pendant tes 10 ans? Oui,
Bizarrement, beaucoup plus au début que maintenant. C'est-à-dire que ça fait au moins, peut-être au moins 5 ans que j'ai plus du tout ces soubresauts. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies comme ça envie de repartir en France? Ah ben, les amis, la famille. Moi en plus j'ai la spécificité de bosser que avec la France, tu vois. D'accord. Donc du coup c'est pas le choix le plus évident quand même de faire ça. C'est vrai. Et bon, en fait c'est quelque chose que y compris pour les boîtes de prod auxquelles je travaille, hein, ils me disent mais tu fais chier. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Tu fais chier. À la limite, t'es pas irremplaçable. Soit tu arrives à me convaincre que ton sujet, et je suis toujours obligé d'avoir des sujets vraiment à la pointe. Ou maintenant, alors heureusement pour la première fois avec le lithium argentin, c'est un sujet qui a à voir avec. Mais sinon, moi dans paléanthropologie, c'est beaucoup des tournages en Afrique, au fin fond ou en Mongolie. Mais ici, rien encore. Mais en fait, c'est des sujets, voilà, des sujets d'archéologie. Il y a beaucoup d'archéologie ici, mais c'est sur ces cases d'Arte ou de France 5, ça a besoin d'être vraiment une découverte clavée, j'allais dire, pour l'archéologie. Bon, alors dans ce cas-là, si tu habitais en France, le problème est le même. Hein. Oui, mais au moins pour les boîtes de prod, ça fait que je suis sous la main, j'ai les scientifiques sous la main. Sûr. Alors que là, c'est qu'en plus, non seulement dans l'endroit où j'ai tourné, j'y suis pas, mais même les scientifiques, même pour le montage, tout se fait un peu à distance. Okay. Et c'est parce que aussi j'ai réussi à un peu établir une expertise en sciences et aussi parce que quand tu fais ce genre de film, il faut convaincre les télés, les boîtes de prod, mais il faut aussi convaincre les scientifiques qu'on va faire quelque chose de qualité. D'accord. Donc en fait, c'est quoi? C'est ta femme qui t'a convaincu de rester plutôt ici? Alors, à l'époque? Non, c'est vraiment une décision, je dis avec beaucoup de sincérité, c'était vraiment une décision partagée. On n'était pas parti pour rester 10 ans, on était parti au départ parce que ma femme avait trouvé un boulot dans le droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Et honnêtement, j'aurais pas dit que c'était pour 10 ans. D'ailleurs, on avait mis plutôt des affaires dans un carton en se disant on va revenir. Et en fait, ils sont toujours dans un carton. Et la naissance de ta fille, pareil, ça t'a pas influencé à rester ici ou à repartir, non, à l'époque? Si, forcément, ça pèse énormément. Ce que j'aime beaucoup dans le cas de comment sont élevés les gamins ici, c'est ce qu'on appelle le lasso, le lien familial qui crée. Moi, c'est vrai que dans ma famille, il y avait beaucoup moins, c'est un euphémisme de dire, de lien familial. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec tout l'excès et parfois les contradictions qui peuvent nous fatiguer en tant que Français. Mais en même temps, l'essentiel est quand même dans cet amour. Il est exagéré, il est à l'Almodovar, il est tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais il existe en fait. Alors que nous, parfois, en fait, en France, on va être beaucoup plus froid jusqu'à ce que finalement, qu'il n'y ait pas vraiment de lien. En fait, on se voit parce que c'est... Pour les fêtes. Pour les fêtes. Voilà. Et c'est un peu triste. Alors encore une fois, je dis ça, si on en reparle dans 2 jours, je vais me dire ma belle-mère, mon beau-père. Ouais. Oui. Parce que, attends, justement, ta belle famille, elle habite à Buenos Aires ou toujours là-bas, en fin fond de la Patagonie? Non, ils habitent ici, ils s'occupent de leur petite fille. Donc déjà, c'est assez pratique aussi pour nous, pas vraiment besoin de babysitter. Et effectivement, on a ce lien. Et moi, encore une fois, qui n'avait pas beaucoup de lien avec ma famille, là, je me retrouve plongé dans une famille argentine, encore une fois, très exubérante. Mais je préfère cet excès-là. À choisir, je préfère cet excès-là. Tu as le droit à l'assado du dimanche? Regarde, on le fait mais ça vient ici, ouais, d'accord. Ok, mais c'est quoi, tous les dimanches quand même ou non? Non. Nous, on n'est pas là. C'est pas cette régularité non plus. En fait, quand Elena était plus petite, donc ma fille s'appelle Elena, on se voyait plus. Nous, on n'a pas non plus la régularité de tous les Argentins, du Sacro-Saint dimanche. On est aussi à voir nos potes. Nous, on est quand même aussi avec les enfants de l'école. Tu peux faire autre chose. Tu as le droit de faire autre chose le dimanche. J'ai carte blanche. Au niveau des amitiés, ça a été facile ici? D'abord, c'était quoi, des amis français ou tout de suite des amis argentins? Comment ça s'est déroulé? Ou alors peut-être la belle famille, bêtement? Non, je ne commencerai pas par la belle famille. Moi, les amitiés, déjà, en règle générale, j'ai pas beaucoup de problèmes à me faire des amitiés. Je crois que tu n'avais pas d'amis. Non, je cherche des amis. Si vous voulez, je vais vous donner mon 06 si vous voulez être mon ami. Non, j'ai pas trop de soucis d'avoir des amis. Et du coup, la réponse, elle est non, j'avais des amis français, des amis argentins. Tout de suite. Beaucoup font un peu un choix. Beaucoup de Français voulaient être que avec des Argentins ou que avec des Français. Et moi, c'était vraiment mélangé par principe. C'est-à-dire que, ayant déjà ma femme argentine, j'avais un lien avec toute cette communauté argentine. Beaucoup d'amis aussi, je fais du foot, donc du tennis. Le foot. Hop, tu connais ça, il y a le football 5, là, t'as tout de suite 4 potes.
tout de suite. Et Voilà. l'assado d'après le foot. Et en même temps, j'ai jamais renié aussi, moi, la communauté française, en ayant beaucoup d'amis, mes D'accord. copains de French Cookies qui font des cookies. En fait, c'est beaucoup de gens qui sont là, qui sont arrivés à peu près au même moment que nous, Ah et oui. avec qui on a gardé des liens, des super liens. Est-ce que tu as senti que dans ces années, allez, on va dire 2010, 2015, il y a eu beaucoup de Français qui sont arrivés à ce moment-là? Il y avait, en tout cas moi depuis mon arrivée, il y a plutôt beaucoup de Français qui sont partis. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup À cause du corona déjà, je pense. du corona, du fait aussi que le pays, en fait, il y avait quand même beaucoup d'expectatives sur le pays. En gros, il est sur le point de, il a tout ce qu'il faut pour exploser, mais on va attendre, il va exploser. Et il y a eu un peu un moment effectivement avec le corona où un moment se dire, écoute, non, en fait, il va jamais décoller. Il en fait, va ce jamais pays, décoller. Il est Donc tu as cramé, tout ça. vu quelques Français, dont peut-être quelques amis qui sont repartis à ce moment-là? Beaucoup. Ah, C'est- beaucoup même. En fait, je dirais que moi, si je devais dire une chose qui me dérange le plus dans cette vie d'expatrié, même si c'est pas au sens des boîtes, Oui. mais c'est quand même une vie, en tout cas, où tu n'habites pas dans ton pays, c'est ces amitiés très fortes qui sont frustrées par, ben, je pars à la fois pour moi en tant que personne, mais maintenant aussi pour ma fille, avec les copains de l'école et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose alors, qui existe aussi en France. Hein. En France aussi, Ah, les gens, elle a perdu des copines aussi comme ils ça ont- alors. ils ont le droit. Oui, oui. Et c'est que le début, parce que là, elle a que 9 ans, et je vois que c'est quelque chose qui est dur. Et puis après, il y a même presque un espèce de radar qui se met en marche avec nous, en se disant, ces gens-là, c'est Ouais. quoi? C'est des gens qui vivent comme nous en Argentine sur le long cours, ou ils sont là pour 2-3 ans, et dans ce cas-là, inconsciemment, Tu veux pas te freines mélanger un peu. avec parce que tu vas dire sinon dans 2 ou 3 ans ça va être Voilà. un déchirement quoi. Alors Voilà. moi, tu partages et tout ça, mais tu te fais pas meilleurs amis, c'est Bon, moi je suis inconscient. là depuis longtemps. Hein. Ouais, Je reste on- longtemps on quoi. peut Enfin, devenir je te très dis ça comme ça meilleurs si amis, tu veux être alors. mon ami. Parce Allez. que bon, ici Allez. comme la situation change très très vite, c'est pour ça que le mois, non pas l'année, mais le mois a de l'importance. Donc, Voir le jour, voir le jour. Voir le jour. Donc je crois qu'on est le 11 mai, hein, je crois bien c'est 11 mai 2026. Est-ce que le 11 mai 2026, à ton avis, est-ce que c'est le moment de venir s'installer en Argentine? Ah bah, je vais te répondre en reprenant ta question. C'est le moment, je pense, mais pour des gens qui sont prêts à vivre avec ces montagnes russes, ce yo-yo permanent, et c'est pas fait pour tout le monde en fait. Moi, est-ce que je suis content d'être venu ici? Est-ce que je recommanderais à quelqu'un de venir ici? Oui, mais pour quelqu'un qui n'est pas avec son CDI, avec cette sécurité, à être prêt, parce qu'il faut être prêt vraiment à beaucoup De changement. voilà, d'aléas, et en même temps c'est ce qui fait le charme aussi. Encore une fois, je parle pas des expats de Total ou de ça Non, on parle qui ont des sécurités. immigrés. Voilà, Voilà, l'immigration des et gens non comme pas ça, il faut être prêt. l'expatriation. Et si voilà. on y trouve du charme, ce qui est mon cas, de cet inconnu, en s'assurant quand même un petit peu sur ses arrières, parce qu'il faut pas non plus, Ouais. surtout quand on a des enfants, il faut pouvoir leur quand même leur Attends, donner à manger. t'as quand même un avantage. T'es avec une Argentine. Oui, Mais est-ce que Est-ce un avantage? Voilà, est-ce un avantage déjà? Si, si. Mais est-ce que c'est la même chose pour un couple vraiment de Français qui viennent de France pour s'installer ici, tu vois, sans attache, sans aucune attache familiale et sans connaissance réelle de l'économie du pays qui fluctue, je veux dire, toutes les semaines. Voilà, incontestablement, donc voilà, à partir du moment où on est prêt à ça, qu'on a quand même quelque chose, un métier qui peut être aussi remote, c'est-à-dire qu'on peut Ah faire oui. d'ici, éventuellement de gagner un peu d'argent en France, parce qu'effectivement gagner des pesos, là actuellement c'est très bien de gagner des pesos, au 11 mai 2026, il y a 6 mois c'était bien de gagner des euros, ça n'arrête pas de changer, et à un moment, des matins on se lève riche, alors tout est entre guillemets évidemment, et le lendemain on se retrouve pauvre en fait. Et vraiment, par exemple, moi je vois notre façon de vivre, alors pas 6 mois, mais on va dire il y a peut-être 1 ou 2 ans, on allait au resto assez régulièrement, on n'y va plus, on n'y va plus quasiment au resto. Est-ce que c'est important? Non. En fait, en vrai, l'essentiel il est ailleurs pour nous, mais c'est Ouais, pas ouais. pour tout le monde. Non. Si tu as ta vie à Paris où tu aimes bien aller au resto et tout ça, et ben là en ce moment, à moins de gagner vraiment des grosses sommes, c'est très compliqué. Mais l'essentiel, encore une fois, moi je te dis, de faire un petit assado, tirer sur quelque chose sur la pareja entre amis, en se buvant un petit fernet ou une petite bière ou un coca pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, et ben en fait ça vaut tous les restos chics du monde en fait. Donc c'est pour ça, c'est pas pour tout le monde, mais en même temps c'est aussi des opportunités de vie. Le fait de vivre aussi à 12 000 km de Paris fait que même si on n'a pas sa famille, pour reprendre aussi ce que tu disais, et ben en fait
on est proches les uns des autres. La communauté française, moi mes potes français, tout le monde vit loin de sa famille française, donc du coup, eh ben, on fait des Noëls ensemble, on fait des fêtes. Et du coup, bien sûr. et quelque part, est-ce qu'on n'a pas une vie sociale plus épanouie qu'en France? Ça, sans aucun doute. Voilà. Dans mon cas, et dans Ouais. le cas de tout le monde quasiment, on est... Et je dirais même plus loin, est-ce que je suis plus heureux ici? Sans aucun doute. D'accord. Bon, voilà. Donc j'ai décidé d'être ami, voilà. Bon, maintenant, on est amis. On est amis. Allez, Voilà, je te voilà. fais un bisou. Voilà. Et donc maintenant, toutes les semaines, vous aurez une nouvelle vidéo avec mon nouvel ami, mais ça sera toujours le même, hein, mais dans Ton des... meilleur ami. Mon seul ami. Ah, voilà. Mon seul ami, voilà. Donc je sais pas, dimanche prochain, football 5, l'autre dimanche, cours de quoi, de poterie peut-être, j'en sais rien. Et Asano. Et à Sado, voilà. Ouais, à Sado, je viendrai aussi, voilà. Donc on va faire ça comme ça maintenant. Bon, bah, ça pourrait être la conclusion d'ailleurs. Bon, bah je vous laisse parce qu'on a encore plein de trucs à faire entre amis maintenant. Entre amis. Et j'espère que la vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Et on se retrouve dimanche prochain. Allez, au revoir. Au À revoir. bientôt.